Bonjour à tous, je suis très ravi d'être là aujourd'hui au GG Cloud Abidjan pour le DevFest 2021 et je vais vous parler de finances, de budget sur Google Cloud et comment réduire la facture quand on a des projets en production. Alors je suis Guillaume Blaquière, je suis Google Cloud développeur expert donc sur le cloud, je suis aussi data architect chez Accenture et on va parler budget et avant de parler de budget, on va savoir qu'est-ce qui coûte sur le cloud pour savoir quoi réduire comme coût. Donc pour ça, euh, quelles sont les ressources essentielles pour tout cloud ou même pour tout data center? En fait, il y en a trois. Et ces trois-là sont les piliers. Sans ces ressources, on ne peut pas faire un data center, on ne peut pas faire de cloud, on ne peut pas faire d'informatique au sens large. Donc, mais pour ça, on va voir par exemple le processing. On va devoir avoir du CPU, de la mémoire, deux choses pour permettre de traiter de la donnée. Forcément, on va aussi avoir besoin de données, donc forcément, il faut stocker la donnée, la stocker dans des fichiers, dans du storage, dans des bases de données relationnelles, non relationnelles. Quelque part, en tout cas, il faut stocker ces données. Donc, processer la donnée, stocker la donnée. Et la dernière étape, ça va être de mettre en réseau tout ce qui se passe, donc aussi bien le stockage, le processing, mettre en réseau plusieurs machines, mettre en réseau le data center avec le reste du monde, avec Internet, parce que j'espère que vous avez des clients, des utilisateurs d'Internet qui accèdent à vos services qui sont hostés sur Google Cloud ou ailleurs. Donc voilà, ce sont les trois piliers que vous avez euh, pour, pour faire du cloud, pour faire de l'informatique. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui coûte sur le cloud? Et bien sûr, pas de surprise, vu qu'on a trois piliers, qu'est-ce qui coûte? C'est les trois mêmes choses. On va avoir du CPU qui va coûter CPU memory, notamment vous payez souvent à la seconde, des fois à la milliseconde, enfin à la centaine de millisecondes, notamment dans du serverless, le CPU et la mémoire que vous consommez, que vous utilisez. Vous allez payer le stockage. Donc le stockage en général c'est plutôt au giga que vous allez le payer. Ça va être du giga de mémoire si vous avez des bases de données en mémoire comme du memory store avec Redis ou du stockage sur disque. À savoir que souvent le disque va persister même quand le CPU ou la mémoire ne sont plus utilisés. Par exemple sur des VM, vous avez une VM, vous utilisez du CPU, de la mémoire et du disque parce qu'il faut bien booter sur un OS donc vous avez du disque. Si vous arrêtez la VM, vous arrêtez de payer le CPU et la mémoire, puisque c'est arrêté, vous ne le consommez plus. Par contre, le disque est toujours présent, et donc vous continuez à le payer, parce que vous continuez à utiliser du stockage sur ce disque. Et ensuite, vous allez payer du réseau, évidemment, hein, vu que c'est le troisième pilier, donc le réseau. Souvent, ce qu'on appelle le ingress, donc le réseau qui rentre dans le cloud provider, vous ne payez pas ce réseau rentrant. Par contre, vous allez payer tout ce qui est données sortantes, donc tout ce que vous allez exposer, sortir du cloud. Ensuite, on va parler de pricing model. Alors, qu'est-ce qui coûte sur le cloud? Alors, il faut savoir déjà qu'on a un rapport de 1 à 100 entre le CPU, la mémoire et le network. On va dire que si vous payez 100 de network, de CPU et de mémoire, vous allez payer uniquement 10 en ratio pour le stockage et uniquement 1 pour le network. En fait, le CPU, la mémoire est 100 fois plus cher que le network. Donc, si vous avez quelque chose à optimiser en premier, c'est le CPU et la mémoire. Ensuite, concentrez-vous sur le stockage et ensuite, voyez pour le réseau, c'est le poste qui coûte, mais qui coûte le moins quand vous avez un gros service. Alors je dis bien sûr en moyenne, si vous êtes un Netflix-like ou un YouTube-like, où vous avez beaucoup de flux sortants parce que vous servez de la vidéo à tour de bras, forcément vous avez beaucoup de trafic sortant et peut-être pas beaucoup de processing par derrière. À ce moment-là, oui, le network va commencer à coûter, avoir un poste de charge important, mais dans la majorité des cas d'utilisation, des sites web, des API ou autres, ce n'est pas le réseau qui va vous coûter cher. Donc maintenant, on a vu les piliers, on a vu qu'est-ce qui m'écoutait, comment c'est facturé sur le cloud. Donc là, j'ai parlé de Google Cloud, mais c'est un peu le même principe modèle dans tous les autres cloud providers, qui va être un paiement à l'usage. Donc quand on va avoir de la VM, du GPU, du disque, ça va être l'usage, la durée d'utilisation de ces ressources. On va avoir aussi, quand on fait du serverless, plutôt du paiement par instance et du coût par instance, enfin de la durée d'utilisation de chaque instance. Donc vous allez pouvoir définir une taille
d'instances pour du Cloud Function, du Cloud Run, nombre de CPU, nombre de mémoire, etc. Et vous allez payer à la centaine de millisecondes d'utilisation de cette instance. Donc, si vous avez, voilà, si vous avez 150 millisecondes d'utilisation d'une Cloud Function, vous allez payer 200 millisecondes de Cloud Function, mais c'est 200 millisecondes du CPU que vous avez mis et de la mémoire que vous avez mis sur la Cloud Function. Quand on parle de cluster, forcément, on va payer la taille du cluster. Donc, qu'est-ce que c'est que la taille du cluster? La taille du cluster, c'est un ensemble de VM. Donc, on va retrouver aussi le pricing par VM, donc le nombre de CPU, nombre de mémoire, et la durée d'utilisation de ce cluster, et forcément de ces VM qui sont sous-jacentes au cluster. Quand on va parler de data, alors c'est un petit peu différent. Donc, le stockage, même les logs, on va parler par volume stocké, et aussi par volume traité. Alors, volume traité, ce n'est pas le cas sur Cloud Storage, vu qu'en fait, il n'y a pas de traitement à proprement parler sur storage, on stocke du fichier. Par contre, sur le log, vous allez avoir donc du stockage des logs et aussi de l'ingestion de logs, et vous allez commencer à payer l'ingestion de logs, en fait, des routages ou des signes particuliers sur les logs. Les logs standards ne sont pas payants à l'ingestion. Et BigQuery, c'est la même chose. BigQuery, vous avez une partie stockage de la donnée, d'ailleurs, le prix est divisé par 2 au bout de 90 jours sans update de la partition en cours. Donc voilà, donc automatiquement BigQuery va vous faire une réduction au bout de 90 jours. Mais aussi, vous allez payer en fonction de la donnée que vous scannez quand vous faites des requêtes. Donc, vous ne faites pas de requêtes, vous ne payez rien en scan. Par contre, quand vous commencez à faire des scans, vous payez la quantité de données que vous brassez et pas la quantité de données que vous visualisez, la quantité de données que vous recevez. Si vous faites un limite 1 à la fin de votre requête, vous avez une ligne en retour, mais vous avez brassé toute la table pour récupérer que la première ligne. Dernier point, c'est plutôt le côté messaging, où on va faire un paiement au message, voire des fois au volume du message. C'est le cas de PubSub, c'est le cas de CloudArmor, c'est le cas aussi de Firestore. Firestore Data Store, oui, vous payez le stockage, mais aussi vous payez à la requête. Vous faites un read, vous faites un write, c'est du serverless, mais vous payez justement à cet appel API que vous faites au service. Mais d'ailleurs aussi sur Cloud Storage, des coûts à l'appel API, mais les coûts sont infiniment minimes, alors que Firestore, ça fait partie du pricing de base et du cœur du pricing de Firestore. Et ça, donc, vous allez le payer quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça veut dire que même si vous faites une erreur, vous allez continuer à payer ça. Un exemple que prend un des amis à moi qui est très vrai, vous partez en vacances et vous oubliez d'éteindre la lumière dans la maison, vous revenez 3 semaines après, vous n'allez pas appeler votre opérateur d'électricité pour dire hey, j'ai oublié pendant 3 semaines ma lumière, est-ce que je peux avoir une ristourne? Vous avez oublié. C'est la même chose, vous partez 3 semaines en vacances, vous oubliez d'éteindre votre VM, vous allez payer votre VM pendant 3 semaines. Voilà, c'est le problème du cloud, c'est vous utilisez, vous payez, et même si vous faites une erreur, ben, vous payez quand même. Or, c'est pas très très vrai quand on est un gros client, on a des sales, on peut négocier, et puis tout ça, j'ai déjà vu ça dans d'anciennes sociétés où je suis passé, mais majorité du temps, vous faites une erreur, ben, vous payez pour cette erreur. En tout cas, le cloud provider ne va pas payer pour vos erreurs, ça paraît assez logique dans la démarche. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se protéger des coûts de manière proactive pour éviter qu'ils soient trop grands dès le début ou quand on voit qu'ils sont trop volumineux, comment est-ce qu'on fait pour les réduire? Alors, on a à peu près une dizaine d'astuces. Elles ne sont pas toutes révolutionnaires, mais c'est quand même bien de passer dessus parce que c'est quelque chose qui est assez inquiétant pour les gens qui veulent passer sur le cloud et disent oui, mais bon, le cloud ça coûte cher. Oui, ben oui, ça coûte cher comme tout service que l'on utilise, mais il faut savoir comment bien l'utiliser pour que ça coûte le moins cher mais possible, en tout cas qu'on ne paye pas pour rien. C'est surtout le pour rien qui est embêtant, c'est pas payer. C'est payer pour des choses qui servent à rien. Alors, la première chose à faire, sur tout budget, sur tout projet, sur toutes les choses que vous faites, surtout si c'est des projets personnels avec votre compte personnel, la première chose à faire, c'est une alerte sur le budget. Une alerte sur le budget, qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez si c'est uniquement le projet, un ensemble de projets, voire même un service, une ressource particulière, si vous voulez savoir combien coûte, ou si vous ne pouvez pas payer plus que tant sur un cluster GKE, cluster Kubernetes, si vous voulez. Voilà, vous pouvez mettre vraiment quelque chose de très particulier sur une ressource.
Après, vous pouvez choisir la période d'observation. Est-ce que c'est au mois? Personnellement, c'est ce que je fais, mais si vous voulez avoir des choses très précises, des choses à la semaine, voire même les jours ouvrés dans la semaine et les jours du week-end, parce que vous pouvez avoir des activités différentes, parce que votre business dépend des jours de la semaine, ou même pendant le jour, pendant la nuit. Voilà, ça peut dépendre de différentes choses, donc vous pouvez régler vos budgets et vos alertes en fonction de différentes fenêtres de temps. Et vous pouvez choisir les canaux de communication que vous voulez, donc envoyer les emails à les gens que vous voulez, par exemple des responsables de projet, donc ça c'est des emails particuliers, ou au billing admin du groupe ou de votre organisation pour qu'il y ait une vue globale sur le pricing. On peut bien sûr avoir des contraintes par projet et envoyer donc les alertes par projet au chef de projet. On a aussi possibilité d'avoir des alertes de billing global à une organisation pour avoir une vue globale. C'est un responsable financier de l'entreprise pour avoir cette valeur-là. Il est aussi possible d'envoyer une notification dans un topic PubSub et de pouvoir ensuite réagir sur cet événement qui est dans PubSub et de faire des choses automatiques si on veut avec une Cloud Function, un Cloud Run qui va faire des choses, qui va réagir à cet événement d'alerte sur budget. L'autre point que l'on peut faire, si on veut réduire les coûts, en tout cas éviter les bêtises, c'est de réduire les permissions. Alors qu'est-ce que c'est les permissions? Ça veut dire que si on a un projet et on souhaite dire je ne vais pas utiliser par exemple de Dataproc parce que je ne fais pas de Hadoop dans le projet, je peux dire bah, je supprime tous les droits, en tout cas j'interdis mes utilisateurs d'utiliser Dataproc, donc je les supprime de leur rôle, de leur permission. Donc ils ne feront pas de Dataproc, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas accès au service sur leur projet. Donc ça c'est bien, ça évite d'utiliser des produits qui ne servent à rien. Moi par contre j'aime pas du tout cette solution-là parce qu'elle va limiter, réduire la créativité et surtout la liberté des utilisateurs d'utiliser des produits. Bon, mais Dataproc c'est un produit assez particulier, mais si on parle de Cloud Function ou Cloud Run ou autre chose, ça peut être embêtant parce que les personnes vont vouloir utiliser ça et elles peuvent pas le faire, elles vont se sentir frustrées, et peut-être qu'elles vont créer un projet à côté ou un projet personnel, faire du shadow IT, et vous allez perdre le contrôle de la facturation et du suivi. Et surtout créer de la frustration. Et normalement, la frustration n'est pas très très bonne pour la productivité de vos développeurs, donc c'est pour ça qu'il faut contrôler ça. La solution que je préfère, c'est ce qu'on va appeler les quotas. Alors, les quotas, qu'est-ce que c'est? C'est de dire sur une ressource, on va dire qu'on peut l'utiliser, mais on va limiter la quantité de ressources qu'on peut utiliser. Typiquement, vous créez un projet avec un projet sur Google Cloud, vous pouvez utiliser, je crois, 2600 ou 3200, je ne sais plus combien, CPU de type N1 sur les 24 régions de Google Cloud dans le monde. Est-ce que vraiment vous avez besoin d'utiliser dans un projet de dev ou même dans un projet de prod 2400, ouais, je crois que c'est 2400 CPU N1 sur les 24 régions de Google Cloud, aux US, en Asie, en Europe, partout. A priori, non. Déjà, souvent, les business sont très régionalisés, donc si c'est déjà dans une ou deux régions en Europe ou ailleurs, ça suffit. Alors, en avoir un peu partout dans le monde, ça sert à rien. Et encore plus partout dans le monde en dev, si déjà vous pouvez créer, je sais pas moi, 3 VM avec un CPU dans une région en dev, ça peut vous suffire largement quand vous faites du dev. Pareil sur BigQuery, hein, est-ce que vous avez besoin de requêter des milliards de terras en dev? C'est pas sûr. Limité à 1 Tera par utilisateur par jour sur BigQuery, c'est largement suffisant, même si vous mettez 10 gigas, je pense que c'est largement suffisant pour faire du test et pour pas payer trop cher sur des applications qui ne sont pas en production. Donc voilà, ça les quotas c'est super, c'est très bien. Par contre, le problème, c'est que c'est difficile à mettre en place et à manager, à mettre à jour, à updater. C'est pas que c'est difficile, c'est juste que ça va être fastidieux si vous avez des centaines, des milliers de projets. Vous pouvez avoir du Terraform, mais bon, ça veut dire qu'il faut mettre à jour le Terraform, il faut le passer sur tous les projets, les mettre à jour. Voilà. Ça reste quelque chose à gérer, donc c'est pas neutre. C'est le moins pire, mais en tout cas, c'est pas neutre en termes de gestion et de management. Peut-être que des fois, les alertes peuvent suffire.
Ah oui, j'ai oublié de dire un truc sur les alertes. Le problème, c'est que des fois, certains produits dans Google Cloud remontent les informations de facturation au bout de plusieurs heures. Des fois, c'est le cas de BigQuery, vous avez l'information de combien a coûté une requête au bout de 6 ou 12 heures. Donc l'alerte peut être déclenchée rien qu'au bout de 12 heures. Donc si vous avez quelqu'un qui fait n'importe quoi avec des requêtes à plusieurs terras, plusieurs pétas sur des datasets publics et qui n'arrête pas de faire des requêtes, même si vous faites une alerte budget, bah, ça peut vous exploser, ça peut vous exploser à la tête parce que vous avez l'alerte que 6 heures après et vous avez déjà 20 000 ou 30 000 dollars de consommés sur BigQuery. C'est pour ça que les quotas sont importants aussi pour compenser ce retard de diffusion de l'information de facturation. Quand vous avez des VM, une des bonnes pratiques, c'est de dire que vous pouvez stopper automatiquement certaines ressources. Je parle de VM, ça peut être aussi des Cloud SQL Instances. Donc en fait, de stopper vos bases de données. Quand on est en dev, typiquement, vos machines de dev, vous pouvez les stopper automatiquement tous les soirs à 8 heures. Vos bases de données, les stopper le soir à 8 heures. Les développeurs, le matin, quand ils arrivent, ils les démarrent manuellement. Et comme ça vous évite de les payer la nuit, ça vous évite de les payer le week-end. Ou si le développeur il est en congé, il est malade ou n'importe quoi, et ben, il ne tourne pas pour rien. Voilà, c'est vraiment l'idée. Avec Cloud Scheduler, ce que vous pouvez faire, c'est directement faire un appel à l'API de Cloud SQL, à l'API de Cloud de Compute Engine, pour dire stop de cette VM. Voilà. Donc vous pouvez faire ça. Ou vous pouvez simplement aussi démarrer des ressources. Si vous voulez que le matin, ça démarre à telle heure pour la facilité de vos développeurs, ça peut aussi être le cas. Vous pouvez aussi les créer ou même carrément supprimer les ressources. Je vous ai dit que quand vous arrêtez une VM, on stoppe la VM, on stoppe la consommation du CPU et de la mémoire. Par contre, on continue à payer le disque. Et donc, on continue à payer même la nuit et le week-end le disque. Si le disque, on considère que c'est un disque de dev et qu'on s'en moque tout, mais totalement, on peut recréer la VM à la volée avec du Terraform, avec tout ce qu'on veut. Boum, on peut shooter la VM avec le disque et au moins on paye encore moins le soir et le week-end quand les ressources ne sont pas utilisées. Avec le scheduler aussi, on peut appeler du custom code, on peut appeler une cloud function, un cloud run ou autre chose. Et donc là, on fait vraiment ce qu'on veut comme action. Une nouvelle feature qui existe, c'est la possibilité d'avoir du schedule GCE, donc du schedule Compute Engine ou du schedule MIG, Manage Instance Group. C'est la possibilité donc de, pareil que Cloud Scheduler, mais de mettre sur un planning, sur un schedule, le démarrage ou le scale up ou le scale down d'instances, donc dans un Manage Instance Group, ou d'un démarrage ou d'un arrêt d'instance avec GCE. Donc ça, c'est assez nouveau. Enfin, c'est nouveau, je crois que ça a 6 mois maintenant, mais en tout cas, voilà, c'est une nouvelle feature qui est arrivée pour justement se faciliter la vie et économiser de l'argent sur Google Cloud. Scale up and down sur les MIG. Une annonce qui a été faite, je crois que c'était surtout au Cloud Next 2020, c'était pas 2021, c'était 2020, c'était Recommender et ce qu'ils ont appelé toute la suite Active Assist. Active Assist, c'est une suite d'outils de recommandation pour assister de manière active les développeurs et les utilisateurs de Google Cloud. Et là, on a plusieurs recommandeurs qui sont actifs aujourd'hui. Donc, ce sont des recommandations qui sont basées sur de l'IA et sur la compréhension de qu'est-ce que les utilisateurs font en général sur Google Cloud. Et il y a des modèles d'IA qui ont été créés là-dessus. Et donc, les recommandations sortent des habitudes qu'ont les utilisateurs sur Google Cloud. Donc on peut vous recommander par exemple de supprimer ou de resizer, de retailler vos VM en fonction avec moins de CPU, moins de mémoire, en fonction de l'utilisation moyenne de la machine. On va vous recommander de supprimer des adresses IP qui ne sont pas utilisées, de supprimer aussi des disques qui ne sont pas attachés, parce que je dis les disques on continue à les payer même si on ne les utilise pas, et donc on peut supprimer la VM mais pas supprimer le disque, et donc avoir des disques un peu fantômes qui ne sont pas utilisés. Des fois ça a du sens de garder des snapshots, des backups, pas de problème, mais des fois ça peut ne pas avoir de sens, et donc c'est pour ça que on peut avoir des recommandations de suppression ici. On peut avoir aussi des recommandations de
de s'engager, de faire un commit, donc de prendre un engagement sur 1 an ou 3 ans sur des ressources. Alors ça peut être sur du Cloud Run, parce que maintenant ça existe aussi sur du Cloud Run, ça va être sur des VM, et de dire que sur des VM dans cette zone ou dans cette région, je m'engage à consommer au moins 100 CPU et 15 Tera de RAM pendant 1 an. Et grâce à ça, je peux avoir un discount jusqu'à 70% de réduction. Donc ça, c'est plutôt quand on prend sur 3 ans, jusqu'à 70% de discount sur 3 ans. Donc on va continuer à les payer, ces ressources, pendant 3 ans, mais malgré tout, ça coûte 70% de moins. Et quand on a des projets, des gros projets, on sait qu'on va les garder, par exemple on déploie du Splunk, du Datadog ou ce que vous voulez sur, sur des Compute Engine, on sait que le projet va durer pendant X années, on va utiliser X CPU et X quantité de mémoire sur toutes ces années-là. Et ça, c'est un très bon moyen de réduire la facture drastiquement. Et il va y avoir aussi les mêmes recommandations pour BigQuery. Donc BigQuery, quand on fait du scan avec BigQuery, on utilise des slots, donc on va avoir du on-demand, donc ça veut dire que c'est des slots qu'on va payer à l'usage, donc on va payer la quantité de données que l'on scanne. Il faut savoir qu'un slot, qu'est-ce que c'est un slot, hein? C'est une partie de CPU et de mémoire, donc voilà, donc ça reste du compute. Et si on s'engage à utiliser des slots sur BigQuery, forcément on va les payer 5% du temps, on va les payer moins cher. Et quand on fera des queries sur BigQuery, on ne va pas payer à l'usage, on paiera les slots qu'on a déjà payés. Donc en fait, voilà, on paiera, je ne veux pas dire rien, mais on ne paiera pas en fonction de l'usage, on paiera ce qu'on appelle un flat rate, donc un paiement fixe. Ce qui peut intéresser aussi des équipes de finance qui n'aiment pas les coûts qui fluctuent, ils aiment bien la prédictibilité des coûts. Et donc, des fois, c'est intéressant de prendre du flat rate sur BigQuery juste pour satisfaire l'équipe de finance, qu'ils n'aient pas du yo-yo dans les comptes de la société. Si on ne trouve pas notre bonheur, on peut aussi faire du custom code, donc utiliser des cloud functions ou du cloud run qu'on peut créer sur des alarmes. Donc notamment les alarmes, on a parlé de choses qui se passaient. On va avoir une utilisation de BigQuery qui est abusive. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va prendre les logs de BigQuery, donc les requêtes de BigQuery, on va les mettre dans BigQuery et on va faire une requête. Alors qu'est-ce qu'on a les logs de BigQuery? Qu'est-ce que c'est? On va récupérer donc la requête que l'on fait, qui l'a fait. Ça peut être important quand on va envoyer des emails pour dire eh oh, tu fais n'importe quoi avec BigQuery. Et ce qu'on appelle le byte build, le byte build. C'est la quantité de bytes, donc la quantité de données qui est facturée. Et en fait, avec ça, on peut prendre les données une à une. On peut aussi faire une agrégation et dire est-ce que cet utilisateur, sur la dernière heure, a consommé plus de tant de gigas, tant de téra de données. Et si c'est le cas, hop, on peut envoyer un email à cet utilisateur en disant eh oh, tu as déjà consommé tant de téra. Si tu continues, action automatique, action mais custom, on peut supprimer l'accès de l'utilisateur à BigQuery en enlevant un droit IAM et l'utilisateur ne pourra plus utiliser BigQuery dans la journée, par exemple. C'est une façon de gérer des quotas de manière plus manuelle que la fonction native, mais c'est quelque chose qui est possible de faire. Si on a une alarme budget, j'ai dit qu'avec les budgets, on pouvait envoyer une alerte dans PubSub. PubSub, on catch cette alarme, cet événement, et on peut dire, bah tiens, si on est au-dessus du budget, on peut enlever le projet du billing account. Donc là, ça stoppe toutes les VM, ça stoppe tout, ça crache tout, il n'y a plus rien qui marche, mais au moins vous consommez plus rien. Ça, c'est l'avantage. Et c'est quelque chose qui n'est pas si déconnant à faire, parce que des fois, il y a des choses qui s'emballent. Il y a des choses qui s'entassent dans du PubSub et ça appelle en boucle des cloud functions ou des cloud run. Vous avez des centaines, des milliers d'instances en parallèle. Ça vous coûte très cher. Et un bon moyen de tout couper, on débranche le billing account du projet et il y a tout qui s'arrête. Et au moins, on arrête les frais. Avec le petit disclaimer qui est attention, l'alerte budget n'arrive pas en même temps que ce qui se passe sur le projet. Il y a un petit décalage de quelques minutes à quelques heures. Et donc, vous pouvez quand même payer plus que l'alerte budget que vous avez. Mais vous limitez la casse. C'est déjà ça. Vous avez aussi des discounts, alors ça il faut le savoir, hein, qui sont déjà présents par défaut dans Google Cloud. Vous en avez plusieurs, donc déjà le premier qui est
Je sais pas s'il est connu, mais en tout cas, vous y avez accès par défaut, hein, même sur un compte mes perso ou de test ou ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle le SUD ou le Sustained Use Discount. Qu'est-ce que c'est? C'est que vous laissez une VM up pendant tout le mois. Ben, par défaut, vous avez 30% de discount. Alors, je sais que 30% c'était sur les machines de type N1, enfin sur les CPU de type N1. Je crois que sur les N2, c'est tombé à 18 ou 20%. Mais malgré tout, ça veut dire que même si vous oubliez d'éteindre la machine, si elle reste tout le temps allumée, ben, vous payez 30% de moins que le coût nominal. Donc, par défaut, à voir si vous embêtez à faire du j'éteins ma machine, je l'éteins pas, ou si elle reste tout le temps allumée, je paye 30% de moins. Voilà, il y a peut-être une règle à faire pour savoir si c'est vraiment intéressant d'éteindre la machine ou pas. Vous avez le Commit Use Discount, donc j'ai déjà discuté, c'est vous engager sur 1 an ou 3 ans sur la réservation de ressources. Ça peut être du CPU de la mémoire, ça peut être des GPU, ça peut être aussi des local SSD sur les machines, ça peut être des slots dans BigQuery, parce que c'est aussi du CPU de la mémoire, un slot. Donc vous engagez sur des slots. Alors par contre, sur BigQuery, les slots, vous pouvez vous engager, je crois, c'est au mois, à l'année, ou même vous avez les flex slots où vous les réservez juste pendant une courte période de temps, pendant quelques minutes, quelques heures, le temps de faire votre requête d'analytics sur BigQuery, et après vous les relâchez. Ça coûte moins cher que les slots on demande, mais ça vous demande une gestion, une réservation, puis après lancer la requête, après libération des slots. C'est plus de mécanique à mettre en place, mais ça vous permet de réduire les coûts si vous traitez vraiment des gros volumes de données. Vous avez aussi, tiens d'ailleurs c'est un recommandeur que j'ai oublié ça, vous avez aussi des recommandations de déplacer des fichiers d'une classe de stockage d'un classe storage vers une autre. Donc ça c'est assez nouveau, je crois que c'est même encore en preview. Et en fait, les classes de storage, donc si vous n'utilisez pas souvent vos fichiers, vous pouvez les déplacer sur des stockages qu'on appelle plus froids, donc sur une Nearline, Coldline ou même du archive. Et donc vous gardez des fichiers dont vous avez assez peu accès. Alors il faut bien réfléchir, quand vous mettez dans des stockages froids vos fichiers, vous allez payer moins cher le stockage, par contre vous allez commencer à payer l'accès aux fichiers. Et il y a aussi un temps minimum qu'il faut laisser les fichiers sur cette classe de stockage-là. Sinon, vous avez des frais, ce qu'on appelle du early deletion. Donc, si vous supprimez avant un certain temps de stockage vos fichiers, vous allez payer des frais supplémentaires à la suppression. Donc, il faut bien réfléchir quand vous mettez vos fichiers là. Mais des fois, légalement, vous êtes obligé de garder des données comptables pendant 3 ans, pendant 5 ans. Vous n'en ferez jamais rien, sauf si, au malheur, vous avez un contrôle fiscal. Mais la plupart du temps, vous n'en ferez jamais rien. Donc vous mettez les fichiers dans du archive, et au bout de 5 ans, vous pouvez les supprimer de manière automatique, avec un life cycle si vous voulez, mais au moins, pendant 5 ans, ça vous coûte rien. Et si par mésaventure, vous devez les utiliser, ça vous coûtera quand même moins que si vous les avez laissés dans un stockage plus chaud. Et enfin, la dernière chose qui est super importante, c'est les fritières. Il y en a, je crois, 22 ou 24 produits que vous pouvez utiliser gratuitement tous les mois. Alors, les fritières sont par billing account, ne sont pas par projet. Et si vous avez un billing account perso pour vous, pour faire des tests, vous avez plein de produits, du Cloud Function, du Cloud Run, du PubSub, du Storage, du BigQuery, même une petite VM, une VM avec une E2 micro que vous ne payez pas. Et vous avez une seule, je crois que c'est une VM aux US, un truc comme ça. C'est quoi? Vous avez du workflow, vous avez plein de produits, du Event Arc, plein de produits que vous ne payez pas. Vous pouvez utiliser, essayer, voire même servir des sites web pour vous, pour vos amis, pour votre famille. Forcément, si vous avez beaucoup d'utilisateurs, vous allez commencer à payer, mais des petits sites web, un blog perso, un truc comme ça, vous pouvez le mettre, pas de problème. Vous risquez de ne rien payer, sauf si vous êtes très populaire, évidemment. Ensuite, il y a des features qui sont assez intéressantes dans les produits, notamment les produits serverless, où vous pouvez mettre des limites. Alors, on a parlé des quotas. Les quotas, c'est plutôt sur utilisateur ou sur création de ressources, mais là, on va mettre des limites. Par exemple, un service, vous savez qu'une Cloud Function ne doit pas être trop utilisée. Vous mettez une limite où on va mettre 10 instances maximum en parallèle, et si vous avez une attaque, un problème ou un process, un job qui part en vrille, bah, maximum, vous êtes capé à 10 instances. Et vous n'allez pas au-delà, vous n'allez pas payer au-delà de ce que vous devez faire.
Vous avez ces limites aussi sur les manage instance group. Donc c'est de dire, ou même sur les clusters, je ne sais pas si j'en parle juste après, voilà, sur les workers, sur les clusters, vous dites je veux un cluster Dataflow, je veux une manage instance group, et mon max worker, mon max instance, je le mets à 50. Et donc même si votre Dataflow a besoin de 150 VM pour traiter rapidement votre flux, eh bien, vous serez capé à 50. Votre flux sera plus long à être traité, c'est pas grave, mais vous n'allez pas aller au-delà de 50, et ça vous permet de vous protéger contre un overrun et un overcost que vous pouvez avoir sur votre projet. Même chose avec les clusters, donc ça va être du GKE sur les pools, ça va être la même chose, ça va être aussi sur Dataproc, différentes choses, et je vous en parlais sur les produits serverless. Vous avez aussi les machines préemptibles. Alors, elle est toute nouvelle aussi. Il y a des toutes nouvelles, les spots VM. Il y a les préemptibles VM et les spots VM. C'est un petit peu le même principe. C'est que vous payez une VM à prix réduit, mais la VM peut être préemptée par Google s'il en a besoin au moment, parce qu'il y a des utilisateurs qui vont les payer au prix fort au lieu de les payer à prix réduit. Donc, ça peut être intéressant pour des workloads qui sont tolérants à l'erreur. Vous lancez quelque chose, si ça s'arrête en plein milieu, c'est pas grave, vous pouvez reprendre le process à peu près à l'endroit où ça s'est arrêté et continuer sur une autre VM. Continuer plus tard. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui se passe aussi avec Dataflow. Il y a les flex templates avec Dataflow. Pourquoi c'est flex? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir lancer un Dataflow, peut-être pas tout de suite, peut-être dans 2 heures, mais vous allez le lancer quand le data center sera le moins utilisé. Et donc, vous allez payer moins cher vos workers parce que ce sera sur une heure creuse du data center. Par contre, le Dataflow ne va pas se lancer tout de suite. Voilà, il y a plein de petites options comme ça que l'on peut voir pour arriver à optimiser les coûts. Et bien sûr, il y a tout ce qui est pay as you use, notamment dans le serverless. Ça va être du paiement à l'usage, du paiement au message dans PubSub, du paiement à la requête dans BigQuery, du paiement au processing dans Cloud Run, Cloud Function, App Engine. Voilà, donc si vous ne l'utilisez pas ou si votre service que vous déployez pour vos clients, ben, ça ne marche pas, par exemple, un jeu en ligne, vous mettez du Firestore, vous mettez du App Engine, et il n'y a pas d'utilisateur mobile qui utilise votre jeu, ben, bon, le développement vous aura coûté, mais le run ne vous coûtera rien, parce que s'il n'y a pas d'utilisateur, il n'y a pas de consommation, donc ça ne coûte rien. Si par contre ça marche bien, ben là par contre vous allez encaisser des revenus de vos utilisateurs et vous allez commencer à reverser une partie de vos gains à Google Cloud, mais ce qui est légitime et équitable. Dernier point, et je pense que c'est peut-être le plus efficace pour arriver à limiter les coûts dans le cloud, c'est tout ce qui va être la formation, l'éducation, le fait que de rendre responsables les utilisateurs, les salariés, de leurs usages sur le cloud. Leur dire que ce qu'ils utilisent sur le cloud, c'est l'argent de la société. Si la société met de l'argent dans le cloud, elle ne la mettra pas ailleurs, dans des bureaux, dans des locaux, dans des primes, dans des salaires, dans des nouveaux employés. Enfin voilà, donc forcément, si on met l'argent quelque part, il n'est pas pour autre chose. Voilà, donc cette responsabilité de les faire prendre conscience que l'argent n'est pas gratuit, que ça vient de la société et que c'est à eux aussi de faire attention. Pas de se limiter, mais de pas gaspiller. Voilà, c'est pas leur argent, donc je pense que notre argent, on n'aime pas le gaspiller, on ne va pas gaspiller l'argent qui n'est pas à nous non plus. Donc voilà, cette prise de conscience des salariés peut être importante. On peut imaginer un petit peu de gamification ou de challenge entre les équipes, d'avoir du ranking, du classement entre les projets, savoir quel est le projet qui consomme le plus, qui consomme le moins, ou voire même celui qui a réussi à faire la meilleure réduction de coûts sur l'année, bien sûr, hein, sans dégrader les performances ou la satisfaction utilisateur, mais voilà, celui qui a réussi à réduire le maximum de coûts, et donc d'avoir des récompenses, ça peut être des récompenses, ça peut être des goodies, ça peut être aussi des primes directement financières aux équipes, parce qu'on réduit on fait économiser 500 000 euros à la société sur un an, c'est normal de donner quelques primes aux utilisateurs enfin, aux employés qui ont permis cette économie de 500 000 euros sur une année. On peut aussi avoir ce challenge un petit peu de cross-team review, donc c'est aussi intéressant, ça se fait beaucoup en sécurité, où on essaye de hacker le projet de notre, mais là ça pourrait dire, tiens, on fait une review de comment est architecturé le projet et comment est-ce qu'il consomme sur le cloud, et quelles sont les optimisations que l'on pourrait faire pour justement avoir des bonnes idées, des bonnes pratiques et partager les points de vue entre différentes équipes.
Alors juste un dernier point, j'ai oublié de le mettre ici dans le Empower sur les utilisateurs, c'est de dire, il y a aussi ce que vous consommez sur le cloud. C'est de l'énergie. L'énergie, il faut la produire. Bon, en France, on la produit beaucoup avec du nucléaire, donc on a une empreinte carbone qui est assez faible en France, mais dans les autres pays du monde, c'est beaucoup encore de l'énergie carbonée, avec du pétrole, avec du charbon. Donc, plus vous économisez de la ressource, donc moins vous consommez des choses sur Google Cloud, donc moins vous avez de CPU, moins vous avez de mémoire, moins vous avez de taille de fichiers à stocker, donc à répliquer, et à conserver, etc., etc. Donc moins d'énergie vous allez utiliser, et donc si vous utilisez moins d'énergie, forcément, bah, vous allez faire aussi un geste pour la planète et préserver donc justement les ressources naturelles, limiter l'émission de CO2 et puis tout ça. Donc ça peut être aussi un aspect pour convaincre vos salariés, vos utilisateurs de ne pas consommer trop pour préserver la planète et pour préserver les usages que l'on peut avoir ensuite dans le futur de notre énergie, de notre planète. Notamment je pense que les jeunes sont de plus en plus sensibles à ce discours et ça peut être bien d'appuyer sur le sujet. Voilà, donc c'était la fin de la présentation. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez appris quelques petites choses. Si vous avez des questions, comme c'est enregistré, ce sera par un live maintenant. Mais si vous avez des questions sur Twitter, sur LinkedIn, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez quelques articles sur Medium ou des projets sur GitHub. En tout cas, j'étais très ravi d'être là cette année pour le DevFest du GDG Cloud Abidjan. J'espère un jour pouvoir venir en personne, mais bon, pour l'instant, la situation sanitaire n'est pas terrible. Et puis bon, par rapport à la France, c'est pas la porte à côté, mais bon, je ne désespère pas de pouvoir venir un jour visiter ce pays et vous rencontrer en personne. En tout cas, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Je vais essayer de transmettre les slides. Je ne sais pas si ce sera mis dans la vidéo, sur Twitter ou plus tard. En tout cas, voilà, je vais transmettre aussi les slides de cette présentation si vous voulez les revoir et les re-regarder. Merci à vous, bonne journée et à bientôt.